Pour réserver, 01 45 67 87 87 ou envoyez votre chèque de 40 ou de 20 € à l'ordre de FSJU Victoire, 96 avenue de Suffren, 75 015 Paris. Il est 11h12, vous écoutez RCJ, Dieu que vous avez raison. Nous allons ensemble parler d'Anne Frank aujourd'hui. D'Anne Frank d'une façon plus ou moins proche. Je dis plus ou moins proche parce que nous allons d'abord parler de ses contes. Alors là, on est carrément dans le cœur du problème, si l'on peut dire. Les contes d'Anne Frank qui sont publiés dans la collection classique contemporain Larousse. Nous allons en parler avec Marie-Pierre et Nicolas B, qui sont les éditeurs. Et puis, nous allons également parler d'Anne Frank, alors de façon un peu plus éloignée, avec sa demi-sœur, l'histoire Eva Schloss, un livre qui est publié par les éditions du Cherche Midi. Eva Schloss, qui est une vieille dame aujourd'hui de 80 ans, qui va nous raconter son expérience concentrationnaire. En fait, la mère d'Eva a épousé le père d'Anne Frank, et c'est ainsi que les deux jeunes filles se sont retrouvées finalement demi-sœurs par alliance, on va dire. Donc voilà de quoi va être fait notre matinée. Marie-Pierre B, bonjour. Bonjour. Nicolas, bonjour. Bonjour Paul-Henriette. Merci infiniment d'être avec nous en direct ce matin. Alors d'abord, je vais vous embêter un peu, Marie-Pierre, sur la polémique du devoir de réserve des écrivains. Je vous ai vu, quand j'ai donné la nouvelle tout à l'heure, je vous ai vu un tout petit peu sursauter. Je me suis dit, je vais lui en parler, je ne résisterai pas. J'étais très contente que vous en parliez. Je suis scandalisée qu'on essaye d'empêcher un écrivain de dire ce qu'il ou elle pense. Ça a été la réaction de Bernard Pivot hier soir, et ça a été la rédaction, d'après ce que j'ai compris, de Frédéric Mitterrand ce matin. Un artiste, d'ailleurs tout le monde, on vit en démocratie, dit ce qu'il pense. C'est tout. Et on n'a pas, parce qu'on a reçu le prix Goncourt, à observer un devoir de réserve. Je suis absolument contre la censure, et puis c'est tout. Nicolas ? Je pense que la liberté d'expression est une chose fondamentale et que ceux qui la contestent ont tort, point final. Alors, autre sujet de réaction, on continue donc avec l'actualité. C'est une nouvelle qui nous est arrivée au début du mois de novembre. Des extraits du journal d'Anne Frank qui ont été censurés dans un manuel scolaire utilisé dans une école privée de Beyrouth à la suite d'une intervention du Hezbollah qui dénonçait une promotion du sionisme. Ce qui est plus dangereux encore, c'est le style chargé d'émotions dramatiques et théâtrales du journal, a estimé notamment la chaîne de télévision. Un des hommes du Hezbollah dans la chaîne de télévision Al-Manar. Le Hezbollah s'est demandé pour combien de temps encore le Liban, je cite, restera une arène ouverte pour l'invasion sioniste de l'éducation. Alors, là encore, on est dans une autre forme de censure, Marie-Pierre B. C'est absurde. C'est absurde. Le journal d'Anne Frank est un des 10 livres les plus lus au monde. Ce qui est très bien. C'est un texte qui permet, parce que ça c'est très important, l'éducation. C'est pour ça qu'on est là, mon fils et moi, aujourd'hui. C'est pour cette collection chez Larousse qui était une collection éducative. On publie des textes, mais avec tout un appareillage de notes, d'explications, de mise en perspective. Donc, qu'on empêche l'accès au journal d'Anne Frank, c'est absurde. C'est pire que ça, c'est on censure des extraits du journal. C'est criminel, voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre ? Ça m'étonne pas. Venant de ces gens-là, ça m'étonne pas. Mais c'est tellement absurde que je ne pense pas que ça va durer très longtemps. C'est ridicule. Nicolas, là encore ? Oh, j'ai rien à ajouter à ce que ma mère a dit, je suis entièrement d'accord. Alors, nous allons donc ensemble parler justement de cette collection classique contemporain Larousse, contes Anne Frank. Alors, j'avoue humblement, j'ignorais qu'Anne Frank avait écrit des contes pour enfants. Marie-Pierre, vous m'avez dit que c'est mentionné dans son C'est mentionné dans le journal. Dans oui. le journal, elle mentionne qu'elle écrit des contes. Mais honnêtement, moi non plus, je ne les connaissais pas. Donc je laisse la parole à Nicolas parce que c'est lui qui les a retrouvés. Alors, comment ça s'est fait toute cette histoire de contes ? Comment est-ce que finalement, ce livre, on peut aujourd'hui l'avoir entre les mains ? Comment est-ce que vous avez retrouvé cette littérature ? Alors écoutez, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux parties des contes d'Anne Frank, des contes pour les plus jeunes, pour les beaucoup plus jeunes que nous n'avons pas repris, et des contes pour les plus âgés qui ont été publiés très tardivement, qui ont déjà été publiés en France. Moi, j'ai été au courant de l'existence de l'ensemble des contes d'Anne Frank par un de mes meilleurs amis, qui est un ancien réfugié politique d'Allemagne de l'Est, qui est quelqu'un d'extrêmement concerné, d'extrêmement préoccupé par tout ce qui concerne la Shoah.
C'est quelqu'un avec qui je suis très lié et qui m'aide beaucoup dans tout ce que je peux faire, dans tout ce que je peux entreprendre, qui s'appelle Detlef Runge, qui est un grand ami. Et c'est lui qui m'a dit un jour, quand il a su que je commençais à diriger cette collection avec ma mère, les classiques contemporains, donc chez Larousse, comme vous l'avez dit, qui m'a dit que ça serait très intéressant que je m'intéresse aux contes d'Anne Frank. Et c'est lui qui m'a fait connaître ses textes. Alors j'ai commandé 5 ou 6 éditions différentes. Nous avons la totalité des contes de cette façon-là. La première partie, ceux pour les plus jeunes, ont été publiés à la fin des années 50 dans un même volume que le journal. En revanche, la partie des contes pour les plus âgés, celle qui est ici, elle a été publiée très tardivement. La première édition, je crois que c'était dans les années 70 ou 80, pas avant. Quel âge avait Anne Frank quand elle écrit les contes ? Ça a été écrit en 1943-1944, donc vous faites le calcul. Elle a 15 ans, c'est quand elle écrit le journal. En même temps. C'est absolument contemporain du journal. Elle écrivait tout le temps. Et dans l'annexe, tous les jours, elle tenait son journal qu'elle ne montrait pas. Son père a bien dit, Otto Frank a bien expliqué, qu'en fait, il ne connaissait pas sa fille. Il l'a découverte, a-t-il dit, quand il a lu le journal. Mais les contes, elle les lisait à haute voix aux membres de l'annexe le soir. Elle les écrivait au fur et à mesure. Alors le mot conte est un peu trompeur parce que il n'y a pas de merveilleux, il n'y a pas de fantastique. Il y a eu un des contes qui s'appelle La Fée, mais c'est pas ça. C'est ce qu'il y a de bouleversant dans ces textes, c'est que Anne parle de tout ce dont elle est privée. Elle parle de la nature. Il y a un des contes, appelons-les comme ça, qui raconte un bombardement. Alors, ils se situent pratiquement tous pendant la guerre. Et il y a un bombardement, alors on l'imagine enfermé avec sa famille, les bombes tombent tout autour, et il n'y a pas moyen de sortir, il n'y a pas moyen d'aller dans un abri, si la maison s'effondre, on est dessous, puis c'est comme ça. Alors, son personnage, j'aurais que tu lises quelques pages de ça, Nicolas, sort en courant et va trouver un réconfort en allant s'asseoir dehors dans l'herbe, tout à fait. C'est ce qui est le plus en regardant le ciel, ce qu'elle ne peut pas faire. Elle reste enfermée, donc elle écrit un texte où elle imagine tout ce qu'elle aurait pu faire pour exorciser sa peur. Je voudrais que tu lises quelques lignes, Nicolas. Si vous me permettez, je vais simplement lire les 3 extraits qui sont très courts, qui sont pour moi les 3 extraits fondamentaux de ces textes, qui sont magnifiques et qui expriment tout l'amour de la vie, toute la foi en la vie, et au-delà de ça, la foi en Dieu, que cette petite fille a toujours su conserver admirablement et probablement jusqu'au bout, et c'est formidable, voilà. Alors ça, c'est un extrait d'un texte qui s'appelle La peur. Quand je me suis réveillé, le soleil commençait à se lever. J'ai su immédiatement où je me trouvais. Dans la clarté du jour, j'ai reconnu les maisons de la banlieue de notre ville. Je me suis frotté les yeux et j'ai examiné les alentours. Il n'y avait pas un être humain en vue. Les pissenlits et les trèfles étaient ma seule compagnie. Je suis resté couché sur la couverture un moment, réfléchissant à ce qu'il fallait faire, mais mes pensées ont dérivé et sont revenues à ce sentiment merveilleux éprouvé la nuit précédente, quand j'étais assise dans l'herbe sans plus ressentir de peur. Je vous lire un autre extrait, qui est extrait d'un autre texte qui s'appelle La Fée. Un matin où le temps est beau, allez vous promener dans la grande forêt jusqu'à ce que vous arriviez à la lande. Là, après avoir marché un moment dans la bruyère, asseyez-vous quelque part sans rien faire, contentez-vous de regarder le ciel bleu et les arbres. Peu à peu, vous vous sentirez intérieurement en paix, et vous comprendrez que rien n'est si mauvais qu'on ne puisse y apporter une amélioration, si petite soit-elle. Et enfin, je vais finir par le 3e et dernier extrait, qui pour moi est le plus beau, parce que ça aide à avoir la foi, voilà. La foi de cet enfant, elle la communique à travers ces textes. Je crois que Dieu parle à travers moi parce qu'avant d'envoyer les gens sur terre, il donne à chacun d'eux un peu de lui-même. C'est ce petit peu de Dieu dans une personne qui fait la différence entre le bien et le mal et qui fournit la réponse à ces questions. Ce petit peu est la nature dans le même sens que le sont la croissance des fleurs et le chant des oiseaux. Mais Dieu sème aussi les passions et les désirs chez les hommes, et chez tous ces désirs sont en conflit avec la justice. Qui sait ? Un jour, ce petit peu de Dieu qui s'appelle la conscience, peut-être que les hommes l'écouteront davantage que leurs désirs. Moi, ces 3 extraits, je voudrais que tous les auditeurs qui entendent cette émission puissent comprendre que ce livre, il faut l'avoir, faut le lire, quoi. Voilà. Alors, Marie-Pierre, en tant qu'éditrice, pour le coup, comment, alors je sais que c'est toujours une question qui est un peu compliquée, qui est difficile, comment est-ce qu'on explique le succès, finalement, d'un livre et, j'ai presque envie de dire, une sorte de déshérence d'un autre, c'est-à-dire que
Anne Frank écrit son journal et les contes en même temps, vous l'avez dit. C'est écrit avec la même texture d'écriture, donc c'est joliment écrit. L'un et l'autre sont joliment écrits. L'un et l'autre expriment des choses extrêmement fortes. Vous l'avez dit en écoutant les extraits que vient de lire Nicolas, notamment sur la foi, il a insisté. Tout ça est très beau. Comment se fait-il, selon vous, que le journal d'Anne Frank est, vous l'avez dit là encore, l'un des 10 livres les plus lus dans le monde, et que des gens, je vais dire modestement comme moi, ignoraient qu'Anne Frank avait même écrit des contes? J'ai pas d'explication logique. C'est un travail d'éditeur qui n'a pas été bien fait à l'origine. Je pense qu'il y a plusieurs explications très pratiques. La publication du journal s'est faite en plusieurs temps. Quand Mim Geis, qui était une des personnes qui apportait de la nourriture aux réfugiés de l'annexe, à la famille Frank, après l'arrestation de la famille Frank et leur déportation, elle a retrouvé les pages du journal, les cahiers du journal qui étaient restés. On avait complètement bouleversé l'intérieur de l'annexe, les Allemands qui étaient venus les arrêter, et ils avaient tout jeté par terre, et on a retrouvé donc des pages du journal par terre, des cahiers, etc. Et donc les contes étaient là aussi. Alors elle a tout ramassé et puis elle a attendu. Et puis des années plus tard, Monsieur Frank revient et il n'a pas voulu elle lui a tout remis. Il n'a pas voulu tout de suite tout regarder. C'était trop proche, c'était trop douloureux. Après, il a commencé à faire un travail avec d'ailleurs la mère d'Eva Schloss, dont vous allez parler tout à l'heure, qu'il a épousée plus tard, qu'il connaissait avant et c'était une voisine. Et il a décidé de censurer, entre guillemets, certains passages du journal. Parce que Anne y parlait de sa mère d'une façon peut-être pas très amicale, elles se chipotaient pas mal toutes les deux. Quand on est les uns sur les autres dans un espace petit, il y a forcément des querelles qui s'installent. Elle parlait même de sa relation avec Peter von Pils d'une façon qui peut-être à l'époque était un peu étonnante pour une si jeune enfant et que peut-être son père a aussi voulu censurer. Tout ce qui est à fait. assez curieux, parce qu'à notre époque, ça paraît tellement normal. Mais il faut resituer ça dans le contexte de l'époque Oui, aussi. elle tombait amoureuse de Peter et elle l'a raconté, tout en disant qu'elle ferait pas sa vie avec lui, qu'elle voulait être écrivain, et voilà. Elle savait pas qu'elle l'était déjà. Donc, il y a eu des extraits du journal d'abord publiés. On a aussi dit que peut-être que le journal n'était pas d'elle, que c'était Monsieur Frank qui l'avait écrit après. On a tout dit et son contraire. Donc, les publications, parce qu'il y en a plusieurs, du journal ont été faites sur une durée très longue. Et comme les contes s'adressaient à des enfants d'âge extrêmement différents. Là, on a pris ceux pour les collégiens. Notre collection chez Larousse s'adresse aux collégiens, c'est-à-dire entre 10, 11 et 14, 15 ans. Mais il y a des contes pour beaucoup plus petits. Donc, je pense que, j'imagine, Monsieur Frank, et puis après, la Fondation Anne Frank, qui fonctionne très très bien à Bâle, qui fait un très gros travail. Je pense qu'on a voulu garder l'essentiel du journal. On l'a publié d'abord donc il y a eu plusieurs éditions du journal. Oui, et puis il y a l'édition définitive est pas très ancienne, elle date d'il y a une dizaine d'années. Là, il y a tout. Et puis au fil du temps, les contes ont été éparpillés. Voilà, c'est tout. Alors, la collection classique contemporain Larousse, donc les contes d'Anne Frank, vous l'avez dit, c'est une édition qui s'adresse plutôt aux collégiens, donc à partir de 10-11 ans, à partir de la classe de 6e. Donc si vous avez des enfants, n'hésitez pas à commencer à l'acheter dès la classe de 6e, ça n'est pas trop tôt. Je souhaiterais juste en donner le prix, tout simplement, 3,95 €. 3,95 €. Et alors, à l'intérieur, vous n'avez pas que les contes d'Anne Frank, et c'est ça qui est intéressant. Il y a tout un appareillage pédagogique admirablement bien fait, très intéressant, qui resitue les contes dans le contexte historique, ce qui est très important pour les enfants qui ne seraient pas tous forcément au courant des événements de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale. C'est très important, c'est très intéressant. Et alors je le dis parce que, ayant des enfants de cet âge, je sais comment ils réagissent. Il est très agréable à toucher. C'est-à-dire que on peut le mettre dans sa poche, on peut le tourner, le glisser dans une poche. Donc c'est quelque chose qui est agréable. Le choix aussi de la mise en page est tout à fait agréable. C'est très bien fait. C'est très clair, c'est très très bien fait comme livre. Donc n'hésitez pas. Classique contemporain Larousse, conte Anne Frank, c'est une collection qui est dirigée Juste une parenthèse, par Marie-Pierre et Nicolas B. C'est pas nous
qui faisons les commentaires. Non, la Ce personne sont qui des les a fait enseignants. s'appelle Evelyne Hamon. Je souhaite la citer d'ailleurs. Voilà, donc la collection que vous dirigez, donc 3,95 € comme l'a rappelé Nicolas, vraiment ça vaut pas le coup de s'en priver. Alors maintenant, on va changer de contexte et on va justement parler d'Eva Schloss. Eva Schloss, donc, qui était la demi-sœur d'Anne Frank, puisque la mère d'Eva a épousé, après la guerre, Otto Frank, donc le père d'Anne Frank. Eva est aujourd'hui une dame qui vit en Angleterre, me semble-t-il, elle a 80 ans, et elle va témoigner, on va l'entendre, c'est un enregistrement, puisqu'elle n'était pas libre ce matin, un certain nombre elle fait la promotion de son livre, nous a-t-elle dit, et donc elle a beaucoup tourné, elle était un peu fatiguée, et donc nous avons enregistré Eva Schloss il y a quelques jours, avant... Dans l'intermède, pour passer donc de ces contes à la réalité, peut-être Nicolas, on va faire une pause musicale dont vous allez nous parler tout de suite. Alors c'est un extrait d'un spectacle magnifique qui s'est joué en mai et juin de cette année au Théâtre des Jazets, un spectacle écrit par Jean-Pierre Hadida qui s'appelle Anne le musical, qui est un spectacle que j'ai vu beaucoup de fois, une dizaine de fois en fait. Oui. Et la chanson qu'on va écouter s'appelle La méthode rose, et c'est la sœur aînée de Anne qui s'appelle Margot qui s'adresse à Anne et qui évoque quand elles jouaient toutes les deux du piano avant l'annexe. Quand on jouait du piano, les notes résonnaient sous tes longs doigts de fer. Je te tournais les pages, tu me tournais le dos. Tu enchaînais là, si fa sol mi ré do. Tu te souviens quand on pouvait faire des gammes et que le violoniste faisait sonner son âme. C'était la méthode rose, s'il t'en reste quelque chose, qu'on répétait sans cesse comme des acharnés. Ne sois pas si triste, le bonheur existe, on recommencera. 11h29, vous écoutez RCJ, une émission spéciale consacrée à Anne Frank ce matin avec les contes d'Anne Frank publiés dans la collection Classiques contemporains par les éditions Larousse, des contes qui s'adressent donc à des collégiens à partir de 11 ans, une collection dirigée par Marie-Pierre B et Nicolas B. Et puis Eva Schloss, Histoire d'Eva, publiée au Cherche Midi. Nous entendons après la pub tout de suite Eva Schloss qui nous parle donc de son expérience concentrationnaire. Un message de Pascal Elbé, parrain de l'appel national pour la Tzedaka. Le parrainage de l'appel national pour la Tzedaka est et restera pour moi une expérience forte et unique. Aller à la rencontre d'enfants autistes ou d'enfants placés en foyer, croiser leurs regards, sentir leur énergie, m'a touché et porté. Parrainer la Tzedaka m'a permis de rencontrer des héros anonymes qui se donnent sans compter pour donner espoir à ceux qui n'en ont parfois plus. Donner à l'appel national pour la Tzedaka, c'est aider ceux qui vouent leur vie à aider les autres. Rejoignons-les dans leur combat pour la dignité et contre l'oubli. Envoyez dès aujourd'hui votre don à AUJF Tzedaka, 39 rue Broca, 75 005 Paris. Ou par le site tzedaka.fsju.org. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive matin, midi et soir? RCJ Publicité peut vous garantir la diffusion de vos messages publicitaires durant ces 3 tranches horaires indispensables pour se faire connaître par le plus grand nombre. RCJ Publicité 06 03 47 98 36. Toutes les plus grosses audiences de la fréquence juive sont commercialisées par RCJ. RCJ Publicité 06 03 47 98 36. Broadway, Le groupe musical pour la réussite de votre événement. Broadway, L'énergie du live, des voix exceptionnelles et un visuel à vous couper le souffle. Broadway, La seule formation dirigée et enflammée par Francky Perez. Broadway. La signature des plus belles réceptions. 01 41 43 25 05. 01 41 43 25 05. À 2 pas de la rue Mouffetard, retrouvez-vous entre amis ou en famille dans un cadre accueillant et agréable. Chez Matana, restaurant à la vie, au 30 rue Broca, Paris 5e, métro Sancier d'Aubenton. Au menu, pizza, gratin et pâtes, préparés par un chef venu tout droit d'Italie. Organisez sur place vos repas d'affaires ou privés dans un décor chaleureux de cave voûtée typiquement parisien. Et tous les jeudis à 21h30, retrouvez les soirées humour avec le plateau de Sébastien Joël. Informations et réservations au 01 45 35 21 00. Matana, le restaurant cachère du 5e arrondissement par excellence.
En ligne avec nous, Eva Schloss, bonjour. Bonjour. Alors nous allons ensemble parler de votre livre publié aux éditions du Cherche Midi, l'histoire d'Eva, et l'histoire d'Eva, c'est vous. Alors sous votre nom, il y a un autre nom, Evelyn Julia Kent. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est-ce? C'est une institutrice que je connais de longtemps, et quand c'était la mère d'une fille qui était à l'école avec ma fille. Alors on était amis, et j'ai raconté que j'étais à Auschwitz, et elle a dit un jour je veux écrire ton histoire. Et c'est comme ça donc que vous avez ensemble écrit cette histoire d'Eva, donc votre histoire, avec une particularité peut-être, c'est que par alliance vous êtes la demi-sœur d'Anne Frank. Oui, c'est ça. Mais j'ai raconté toute mon histoire à mon ami, et on a écrit ensemble. Et c'était important que je connais Anne, et après la guerre, ma mère s'est mariée avec Otto Frank, son père. Alors, il était mon deuxième père et le grand-père de notre 3 filles. Alors, ce qu'il faut mentionner, c'est que vous avez connu Anne Frank. Vous la décrivez d'ailleurs à un moment donné dans votre livre en disant qu'elle était particulièrement élégante. Oui. Elle était une petite fille de 11-12 ans, mais elle était déjà très intéressée sur la mode et sur les cheveux, et des amis, des garçons, beaucoup plus âgés que moi, mais elle était un mois plus jeune que moi. Donc elle était très mûre déjà pour son âge par rapport à la petite fille que vous étiez, vous. Oui, c'est ça. Alors on va essayer de suivre donc votre livre. On va commencer évidemment par le commencement, et dès le départ vous dites: je n'éprouve aucun sentiment d'amertume ni de haine, mais je ne crois pas en la bonté humaine. Et vous faites remarquer qu'Anne Frank, elle, croyait en la bonté humaine, mais c'était avant l'horreur des camps. Oui, c'est ça. Mais je suis un optimiste, et j'ai écrit le livre il y a 20 ans maintenant. Et j'ai un peu changé mon opinion, parce que je crois en les personnes. J'ai fait beaucoup des études dans des écoles avec les jeunes personnes, et je crois qu'ils sont très bons, les jeunes. Ils essayent de faire une monde plus bonne que nos parents ont fait. Alors j'ai beaucoup d'espoir qu'on va changer. Est-ce qu'il vous arrive encore, madame, de faire des cauchemars? Est-ce que encore il vous arrive de rêver à toute cette période que vous avez vécue? Est-ce que la nuit vous vous réveillez en sursaut avec... Oui, je comprends. Non. Mais je pense de ça beaucoup de temps, parce que je parle beaucoup. On a aussi, on voit aux télévisions maintenant beaucoup des lectures de la guerre. On entend des histoires, et alors c'est toujours avec moi, mais c'est plus de cauchemars. Où est-ce que vous avez grandi? En Hollande, d'abord en Autriche, plus en Belgique, alors à Hollande, et moi maintenant j'habite en Angleterre. Alors comment est-ce que vous rencontrez Anne Frank la première fois? C'est à Hollande. On habite auprès des autres, dans un grand place. Et après l'école, tous les enfants venaient jouer sur cette place. Et on était 11 ans, toutes les deux. Alors, on était amis. Qui est Madame Klomp dont vous parlez? C'est une dame qui était un membre de la résistance, et elle a pris des Juifs dans son appartement. Et nous étions les premiers, ma mère et moi, et on s'est cachés dans son petit appartement. Et est-ce que vous saviez que les autres Juifs étaient cachés? Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'Anne était cachée aussi?
Non, je ne savais pas ça. Mais je sais qu'il y avait des autres personnes qui s'étaient cachées. Parce qu'en 1942, il y avait à peu près 10 000 jeunes personnes qui devaient déporter pour l'Allemagne. Alors, les parents ne voulaient pas que les enfants vont aller, alors ils se sont cachés. Mais je ne connais pas où et qui c'était, et je ne savais rien de la famille Franck. Quel souvenir gardez-vous de vos journées de captivité avec votre mère chez cette Madame Clamp? Donc, quand on vous lit, elles ont l'air plutôt pas joyeuses, mais elles ont l'air très tendres et surtout pleines d'instructions. Oh non, c'était pas joyeuse parce que on avait eu toujours peur quand les Allemands vous nous trouvaient. Ils venaient la nuit de frapper sur la porte. On devait ouvrir et ils entrent et ils cherchent l'appartement. Alors on a eu toujours un os à cacher dans le cachet, derrière un mur ou sous le sol ou différentes places. Alors, toujours les nuits, on ne devait pas dormir très fort parce qu'on avait eu peur. Mais votre mère, pendant les journées, pour vous faire paraître le temps moins long, vous enseignait notamment l'histoire-géographie, elle essayait de vous instruire pendant ces longues journées. Oui, elle parlait bien le français, on a eu les leçons de français, mais c'est très ennuyant d'avoir des leçons de sa mère et on ne peut pas faire toute la journée. Et à ce temps, je n'aimais pas de lire ou d'écrire parce que j'étais une petite fille très sportive. J'aimais de ski et de bicyclette et des choses comme ça, de nager. Et c'était très, très difficile de rester dans une petite chambre pour 2 ans et avait de peur qu'on est arrêté. Alors justement, comment s'est déroulée, Eva, votre arrestation? Quelquefois, on devait changer notre place de cache parce que les personnes étaient trop nerveuses. Alors on a changé et mon père aussi a changé, mon père et mon frère. Et il y avait une nurse, quelqu'un qui travaille dans l'hôpital, une infirmière. Une infirmière qui l'a pris dans un. Elle a dit qu'elle a un beau cachet, mais c'était une maison de nazis. D'accord. Et donc les nazis vous ont, c'était des SS qui vous ont arrêté? Oui, les SS. Alors Birkenau, c'est évidemment le début de l'horreur, et c'est là, quand vous arrivez, qu'on vous informe de l'existence des chambres à gaz. Je n'ai pas compris. Quand vous arrivez à Birkenau, c'est le début de l'horreur. Quand vous arrivez avec votre mère à Birkenau, c'est le début de l'horreur. Et c'est là qu'une capo vous informe de l'existence des chambres à gaz. C'est là qu'on vous dit ce qui se passe dans ces camps. Oh, oui. En arrivant dans le camp, on nous a raconté ça avec les chambres de gaz. Mais on a déjà... le BBC a toujours donné des radios dans toutes les langues dans les pays occupés. Alors, on a eu le rapport de BBC en hollandais. Et ils ont toujours dit qu'en Pologne et même en Allemagne, il y a des camps de morts où les Juifs sont tués par le gaz. On savait ça déjà. Mais c'est si affreux qu'on ne voulait pas le croire. Mais quand on est entré à Auschwitz, les capos nous ont dit et on pouvait le fumer et on l'a su et on l'a vu aussi. Alors dans ce camp de Birkenau où vous vivez des heures extrêmement difficiles avec votre mère, Minnie, c'est un véritable rayon de soleil dans l'enfer. Oui, c'est pas seulement un rayon de soleil, c'est un miracle.
parce qu'elle venait de Tchécoslovaquie, de Theresienstadt, c'est un autre camp, et elle était déportée là. Et un jour, il y avait des dizaines de mille personnes. C'était très, très, très grand, le camp de Auschwitz-Birkenau. Et un jour, dans la même place, la même heure, ma mère a rencontré sa cousine. Alors, c'est un vrai miracle. Votre mère, Mouti, a été sélectionnée par Mengele, n'est-ce pas? Oui, elle était, oui. Une nuit, après avoir une douche, on est marché nude en avant des nazis. Et le Mengele était là et il a regardé nous et elle trouvait que ma mère était trop mince. Alors, 40 autres femmes, il a décidé, ils vont être gastes. Alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés toutes les deux, votre mère et vous? Après 3 mois, quand les Allemands étaient déjà très nerveux parce que les Russes venaient d'approcher le camp, c'était plus facile il y avait beaucoup de parties dans le camp. Et moi, j'étais dans une partie de le camp minime. La cousine a caché ma mère dans une autre part. Et une Hollandaise que j'ai connue est venue de cette part du camp. Elle m'a raconté qu'elle a vu ma mère. Je ne le croyais pas parce que je croyais qu'elle voulait me donner de l'espoir. Mais c'était vrai. Et alors, j'ai eu la possibilité d'aller là une journée et vraiment ma mère et Minnie étaient là. Voilà, c'était donc Eva Schloss pour son livre L'histoire d'Eva, publié aux éditions du Cherche Midi. Marie-Pierre B, une histoire qui est très touchante, comme toutes les histoires concentrationnaires d'ailleurs. Très, très, très. Ce que je ne m'explique pas très bien, c'est que ce livre, en fait, a été écrit il y a 20 ans. Pourquoi il arrive en France seulement maintenant? Je ne sais pas. Non, très touchante. Et puis, elle fait intervenir sa mère aussi à plusieurs reprises, puisqu'elles ont été déportées ensemble, séparées, retrouvées, reséparées encore après la guerre, retrouvées. Donc, sa mère s'exprime aussi. Non, c'est un texte très, très émouvant, très immédiat. Très immédiat. Elle l'a écrit sans recul réellement, mais c'est ça qui est bien. Moi, j'ai été très émue par ce texte. Et vous disiez donc que la mère d'Eva Schloss avait participé d'une certaine façon à l'élaboration de... C'est ce qu'elle raconte, qu'elle a aidé Monsieur Franck, ils ont été apparemment très très unis, et qu'elle l'a aidé pour les différentes éditions du journal. Voilà. Alors, hors antenne, je parlais avec Eva Schloss, et à un moment donné, je lui ai dit... J'ai pas voulu le faire passer parce que c'était pas indispensable. Je lui ai dit, mais est-ce que finalement c'est pas un peu lourd d'être la demi-sœur d'Anne Frank? Elle n'est pas la demi-sœur. Alors, tout à fait, elle n'est pas franchement sa demi-sœur, mais finalement c'est vrai qu'on l'interroge beaucoup et qu'on la présente en tout cas comme étant la demi-sœur d'Anne Frank. Demi-sœur posthume. La demi-sœur posthume d'Anne Frank. Alors elle m'a dit avec beaucoup d'humour, elle m'a dit, parfois c'est très agréable parce que justement on vous appelle, et parfois c'est moins agréable parce qu'on vous appelle parce que vous êtes la demi-sœur de Moi je d'Anne dirais, Frank. c'est comme ça. Je tiens juste à préciser que le spectacle Anne le musical a été créé ici même au Centre Rachi et je m'en excuse auprès des auditeurs de ne pas l'avoir précisé tout à l'heure. Merci infiniment Nicolas, merci à vous Marie-Pierre, merci Nicolas. D'abord merci pour cette très très merci jolie à vous Paul-Henriette. Collection donc Classique Larousse, les contes Anne Frank, un texte intégral, 3,95 € à partir de 10 ans en vente dans toutes les bonnes librairies. Eva Schloss, l'histoire d'Eva, publiée aux éditions Le Cherche Midi. Merci d'avoir été avec nous, il est 11h46. Un concert pour l'appel national pour la Tzedaka. Dimanche 15 novembre 2009 à 18h30.